Bonjour à tous d'être venus. Donc, nous commençons notre deuxième conférence sur la pauvreté. J'aimerais remercier bien sûr 24 Hour Gold, l'Institut économique Molinari et les groupes OSC3 de leur support et financier et logistique. Alors, quel est mon sujet de conférence? En fait, j'ai dû changer un peu parce que c'est toujours la faute du gouvernement. En fait, mon sujet, comme c'est marqué dans le programme, c'était surtout les zones franches, les zones de redynamisation urbaine. Cependant, ce dispositif est fini à partir de décembre 2014. Cela disparaît, ce qui est vraiment dommage parce qu'on va le voir quand même. C'était un dispositif très bien, et cependant, il est remplacé par d'autres dispositifs, non? Entre autres, l'économie sociale et solidaire. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas un dispositif qui n'existait pas. L'économie sociale et solidaire, on peut le dire d'une certaine façon, a toujours existé. Elle était toujours en place. Cependant, le gouvernement actuel, il met vraiment l'accent là-dessus et il pense que l'économie sociale et solidaire peut être un pilier majeur pour une récupération économique, un pilier pour la croissance économique et une alternative aux institutions de marché traditionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire? Alors, donc ça c'est ce qu'on peut trouver dans le site du ministère de l'économie, les conseils d'économie sociale et solidaire, un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives mutuelles. En fait, l'économie sociale et solidaire n'est rien d'autre que tout type d'organisation socio-économique où vous n'avez pas des distributions de profits et où il n'y a pas d'actionnariat ou un propriétaire qui sera en fait donc récepteur résiduel du résultat de l'entreprise. C'est tout. On va voir que ce n'est pas exactement vrai non plus cela. Surtout dans les cas des coopératives, on verra qu'en fait, les coopératives sont des entreprises comme n'importe quelle autre. Il y a quand même une répartition de profits et même des intérêts économiques et catalactiques traditionnels. Alors, quels sont les piliers? Donc, les piliers sont 4, coopératives, fondations, associations et mutuelles. Ce sont les 4 piliers de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour les coopératives, comme vous pouvez voir, quelles sont les spécificités d'une coopérative? Qu'est-ce qui va différencier une coopérative d'une entreprise traditionnelle? Donc, nous voyons que pour les sources de financement, déjà, c'est l'apport des salariés associés. Donc, c'est les salariés qui seront les propriétaires de l'entreprise maintenant. Ce n'est pas très différent de l'apport des partenaires dans une société, dans une SRL, par exemple, ou même des actionnaires dans une SA. Donc, l'apport, ça existe toujours. La différence ici, donc, la coopérative peut s'endetter aussi. C'est possible. On va voir par contre que c'est limité. Elles peuvent aussi se financer avec leurs fonds propres, surtout avec les répartitions des profits dans leurs réserves, qui est bien réglementé. Ensuite, et c'est là qui va vraiment changer la donne par rapport aux entreprises traditionnelles, la gouvernance, c'est un homme, un vote. Il n'y a pas de représentation proportionnelle à sa participation de capital. Donc, un homme, un vote, rien de plus. Okay. Évidemment, la coopérative peut choisir une gestion traditionnelle, comme conseil d'administration, conseil directeur, etc. Il n'y a aucun problème. Cependant, les décisions majeures, financement, entrée des nouveaux associés, etc., doivent être décidées par l'assemblée des salariés associés. L'attribution des résultats, c'est, selon la loi, minimum de 25% aux sociétaires. Okay. Cependant, ce qui est pratiqué, c'est 40 à 50% aujourd'hui, dont 16% en réserve. Donc, de ces 25%, 16% minimum doivent aller en réserve. Je parle surtout des SCOP, sociétés coopératives donc, de production. Mais pour les sociétés agricoles, il y a tas de types de coopératives. Il y a Société Coopérative Agricole, SCA. Après, il y a SICA, SCIC. Il y a beaucoup.
Donc les règles peuvent changer un peu. Donc je parle surtout des principaux acteurs. Et évidemment, l'attribution des résultats est égalitaire. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de répartition proportionnelle selon son apport de capital. Il y a aussi d'autres questions, par exemple une partie du capital qui n'est pas convertible si un sociétaire part de l'entreprise. Il reste. Donc par exemple, ce qui va en réserve, normalement, les salariés associés ne peuvent pas récupérer. D'accord? Les avantages, donc il y a la fiscalité. Vous avez soit des déductions, soit non. Il y a des déductions et des exonérations. Déductions selon les distributions sociétaires, c'est-à-dire tout l'argent qui est distribué aux sociétaires est déduit des impôts sur société, donc IS. Il y a d'exonération selon distribution aux réserves. Donc tout résultat qui est attribué aux réserves de l'entreprise ne paye pas d'IS. Résilience financière, grande dotation en fonds propres. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que ces exonérations et déductions fiscales sont valides si et seulement si la coopérative respecte l'attribution des résultats aux sociétaires, aux salariés associés. Si elle ne le fait pas, elle peut éventuellement ne pas le faire, mais elle perd ses avantages fiscaux, elle devient pratiquement comme n'importe quelle autre entreprise, elle doit payer tous ses impôts, ses charges patronales, etc. Donc si elle respecte toutes les règles du jeu, donc dans ce cas-là, elle a ses avantages fiscaux. Quels sont les désavantages potentiels des productions? C'est limité. Pourquoi il est limité? Parce que justement, une entreprise, l'intérêt de ces coopératives, généralement, c'est justement les avantages fiscaux dont elle dispose. Du coup, cela vraiment fonctionne comme une désincitation à l'endettement. D'accord? Cependant, il y a des coopératives qui s'endettent justement parce que quand les salariés récupèrent l'entreprise, ils doivent rembourser quand même les actions des anciens actionnaires. Et qu'est-ce qui arrive? La coopérative va s'endetter pour payer les actionnaires. Cependant, il y a un risque que la coopérative entre dans un cercle vicieux où elle ne respecte pas justement la règle des compositions majoritaires du capital, c'est-à-dire 51% du capital social de l'entreprise doit appartenir aux salariés associés. Donc si elle s'endette trop, elle ne respecte plus les seuils et plus d'exonération, plus de déductions. Cependant, si elle respecte les règles du jeu, et c'est ce qu'on constate, beaucoup de coopératives, elles ont une très grande dotation en fonds propres. Ce qui leur garantit une résilience financière face à d'autres entreprises qui sont surendettées, par exemple. L'emploi, c'est pareil, il est limité parce que, je dis limité dans le sens, si on veut une croissance rapide de l'entreprise ou non. À terme, peut-être que non, parce que l'entreprise se développe, même avec ses fonds propres, elle arrive à bien se développer et tout. Donc elle peut employer. Mais, étant donné les objectifs du gouvernement d'utiliser l'ESS, donc les coopératives, comme un des instruments principaux de la récupération économique, non. Les coopératives qu'on va créer maintenant, difficilement pourront embaucher du monde immédiatement. C'est très très difficile. Autre, alors, ça c'est spécifique aux sociétés agricoles, c'est la contradiction fournisseur-sociétaire, c'est-à-dire les membres de la société agricole, ils sont en même temps fournisseurs à la coopérative de leurs produits, mais en même temps la coopérative leur fournit à eux leurs instruments de travail, équipements ou alors semences, etc. Et en même temps, c'est la coopérative qui doit vendre les produits traités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les sociétaires, ils veulent un prix bas pour tous les équipements qu'ils reçoivent, tous les semences qu'ils reçoivent. Ils veulent un bon prix pour son produit. Mais en même temps, la coopérative doit faire attention à ses marges de vente après. Et évidemment, c'est tout un problème. Je connais des gestionnaires dans les coopératives agricoles, parce que c'est comme une entreprise, ils embauchent des exécutifs, ça marche comme une entreprise. Et ils me disent que c'est vraiment l'enfer, parce qu'ils doivent tout le temps gérer une entreprise qui est dans le marché, et en même temps traiter avec ces gens-là qui ne fonctionnent pas vraiment comme dans un système de marché. C'est compliqué.
Et évidemment, perte des avantages fiscaux si on souhaite un développement rapide du capital de l'entreprise. Pour ce développement rapide, qu'est-ce qu'il faut penser à quoi? Il faut penser à endettement, usage de levier. Les coopératives, si elles utilisent le levier, elles perdent leurs avantages. Et même la participation est réglementée. Le capital actionnaire dans une coopérative, dans une SCOP, par exemple, c'est tout au plus 33,3%. On ne peut pas le dépasser. Si ça arrive, la coopérative, elle est revertie à une société par action ou une société à responsabilité limitée. Autre chose, les statuts des coopératives, ils se superposent à un statut juridique déjà préexistant, c'est-à-dire société anonyme, SARL, etc. Donc ce n'est pas vraiment une alternative. Vous voyez déjà comment cette histoire des sociales et solidaires, on ne le voit pas trop. Alors, une analyse, est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire par social? Ils veulent, les gouvernements entendent par social la participation de ces entités dans les organismes territoriaux, des institutions de recherche ou qui représentent ces organismes, donc théoriquement, qui vont inclure des membres de la société dans le processus de décision. C'est ça ce qu'ils entendent par social. Et par solidaire, parce qu'ils pensent que ces systèmes-là, par exemple les coopératives, protègent les travailleurs parce que maintenant ils sont propriétaires. Quelle est la réalité des choses? C'est très simple. Les coopératives embauchent des salariés qui ne sont pas associés. Et si jamais la coopérative a un problème, elle va licencier ces salariés-là. Et vous avez des coopératives dans le monde, énormes, Mondragon par exemple en Espagne, et le noyau des salariés associés est petit en fait. Et tous les autres salariés ils sont exposés aux aléas conjoncturels de l'économie. Donc solidaire, bon. Nous avons après les fondations. Les fondations, c'est la même chose, donataires, gain de capital, parce que la fondation, elle a doté d'un capital qu'elle a investi. Mais elle a des réglementations de comment elle doit l'investir, évidemment. Mais tout gain de capital de la fondation sert à financer ses activités. Dotation ultérieure, la gouvernance, c'est normalement conseil d'administration ou gestion bicéphale, conseil directeur de gestion, et de toute façon, ça fonctionne comme une entreprise. Généralement, dans les études, on associe souvent la gouvernance des fondations à des gouvernances des sociétés anonymes, des sociétés par action. Attribution des résultats, aucune. Donc, pas d'IS. Tout résultat de la fondation est automatiquement reverti aux activités de la fondation. Fiscalité, donc OK. Bon, comme je vous ai dit, exonération. Captation, fiscalité avantageuse pour ceux qui veulent donner de l'argent aux fondations. Et résilience financière, absence de dettes. Des avantages pareils, comme pour la coopérative, puisque une fondation ne va pas utiliser les leviers 50 pour se développer. Donc, du coup, difficilement on pourra avoir un développement rapide de son activité. Autre chose importante, c'est qu'il faut tenir en considération, c'est que les fondations sont limitées dans leurs activités. On crée vraiment une fondation pour quelque chose de très, très spécifique. Et les statuts des fondations en France est uniquement attribué à celles qui créent la fondation pour des intérêts dits, pour des activités dites d'intérêt général. Normalement, on parle des sciences, une activité solidaire, aide comme pour certaines maladies, etc. Et rien d'autre. Donc, du coup, je me pose la question, comment peut-on demander aux fondations de faire le service, le travail des entreprises? Les entreprises beaucoup d'entreprises ne se limitent pas uniquement à un produit, elles diversifient leur portefeuille de produits, elles vont se financer de plusieurs façons différentes. Alors comment une entité qui a un but très très spécifique, avec un encadrement très rigide quand même de son capital, peut alors remplacer, se substituer à une entreprise? Absolument pas possible. Pour les associations, c'est très similaire aux fondations. D'accord? L'avantage, c'est que la portée de leur action est plus large, plus longue, donc ils peuvent effectivement
on peut avoir des associations, par exemple, pour produire certains biens commercialement, sans aucun problème. Encore une fois, il n'y a pas de distribution des résultats. Tout est réverti à l'association. Donc, de ce point de vue-là, pas d'IS. Les problèmes, encore une fois, c'est que les associations, encore une fois, comme vous voyez, la plupart des associations en France ne sont pas des associations commerciales. Ce sont des associations avec un but précis, comme des fondations, où justement on va mutualiser les ressources des gens pour produire tel ou tel service, parfois, mais sans vente. On contribue tout simplement, et voilà. Donc encore une fois, le potentiel de développement d'une association est très restreint. Et en fait, beaucoup d'associations ne sont rien d'autre que des fondations à devenir, en réalité. Donc vous voyez comment leur horizon quand même est assez limité. Par exemple, 30 millions d'amis, vous connaissez, non, pour les animaux, c'est une fondation. Bonne dotation de capital, ils ont été reconnus d'intérêt général. Alors, cependant, il y a plein des associations qui font la même chose que 30 millions d'amis. Cependant, ils n'ont pas la même, disons, échelle que 30 millions d'amis. Ils ne respectent pas le même requis que 30 millions d'amis. Comme vous pouvez voir, la réglementation, elle limite le développement des petits, même dans les mondes social et solidaires. Ensuite, nous avons après les mutuelles. Oui, les gouvernements considèrent que les mutuelles, en France, ce sont surtout des mutuelles de santé, d'assurance santé, comme un pilier de l'économie sociale et solidaire. Sachant qu'il y a une des plus grosses mutuelles en France, c'est la MGN, qui est complètement subventionnée. Et après, les autres, elles vivent comme une assurance pratiquement, cotisation des membres, etc. La différence, c'est encore une fois leur gouvernance. Elle est gérée essentiellement par l'Assemblée générale des adhérents, qui ne se présente pas toujours à l'Assemblée générale. Vous êtes rappelé la dernière fois que vous avez voté dans votre mutuelle? Jamais voté. Jamais. Théoriquement, nous sommes tous adhérents, nous pouvons aller voter, etc., décider. Déjà, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'étais invité à une assemblée générale. Alors, faisons l'analyse, c'est-à-dire, quels sont vraiment les points communs de tous ces dispositifs, de toutes ces entités? Elles sont solides. Tant qu'elles respectent leurs règles, justement, qui va leur attribuer des avantages fiscaux, sont très, très, très solides. Difficilement, ces entreprises-là auront des problèmes dus à des variations conjoncturelles très, très fortes. Ils auront toujours une couche pour se protéger, une couche de capital, grâce à leurs fonds propres bien formés. Évidemment, ce système-là protège leurs adhérents principaux, par exemple, dans une coopérative, les salariés associés. Donc on peut penser solidaire, mais en réalité, par exemple, dans une coopérative, comme je vous ai dit, on peut avoir des salariés non associés qui seront licenciés. Donc ceux-là ne sont pas protégés par la solidarité. Et la solidarité, par exemple, des mutuelles est la même solidarité qui existe dans une compagnie d'assurance traditionnelle, c'est-à-dire c'est la dispersion du risque. C'est rien d'autre. La seule différence, et voilà la question, c'est la gouvernance. Chacune de ces entités, ce qui va les différencier de entreprises traditionnelles, c'est leur gouvernance. Pas d'actionnaires, pas de partenaire principal, de grands apporteurs de capital. C'est ça. Et pas de profit. Bon, le profit, il existe comptablement, il est là. La question, c'est qu'il est reverti. Donc, ce n'est pas vrai que ces entités-là ne font pas de profit. Ils ont quand même des marges nettes sur leurs activités. La question, c'est qu'ils vont revertir ça automatiquement en réserve.
Donc, la personne morale s'enrichit. Pas la personne physique peut-être, mais la personne morale est en train de concentrer du capital. Mais rien ne va vraiment changer de ce point de vue-là. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment, alors, est-ce qu'on peut avoir un développement économique comme le gouvernement le souhaite? C'est difficile. Déjà, par exemple, pour les scopes, je n'ai pas mis ici pour ne pas faire un PowerPoint trop long. Mais pour les scopes, déjà, par exemple, la distribution des salariés génération de recettes est pratiquement la même que pour les entreprises individuelles. La plupart des scopes ont moins de 10 salariés. Comme en France, la plupart des entreprises sont de très petites entreprises. Cependant, la plupart des recettes est générée par des moyennes entreprises et aussi moyennes coopératives. Donc, vous voyez qu'en réalité, surtout pour les scopes, parce qu'elles sont vraiment plus commercialement orientées, elles sont vraiment harmonisées avec le marché. Elles font vraiment partie de ce marché-là auquel le gouvernement veut substituer, veut remplacer avec ces entités. Donc en réalité, comment peut-on alors dire que ces systèmes-là est vraiment différent, une alternative à ce qu'on a aujourd'hui dans les marchés? C'est impossible, et ce n'est pas une alternative du tout, puisque, et voilà le plus important, surtout pour les fondations, associations, leurs revenus, leur recette est énormément dépendante de la production du marché traditionnel. S'il n'y a plus de salariés, des gens qui reçoivent leurs profits, leurs intérêts, ces gens-là auront moins d'argent pour justement adhérer à une association, faire des contributions à une fondation, et ainsi de suite. Alors, on ne peut pas justement dissocier l'économie sociale et solidaire de l'économie traditionnelle. C'est tout simplement des manifestations différentes, des gouvernances différentes dans le même monde. Il n'y a aucune différence vraiment en fin de compte après en termes d'activité. Et même leurs recettes sont liées. Alors, un dispositif qui pourrait vraiment bien fonctionner, c'est ce que les Autrichiens ils appellent les Austrian multipliers, non, les multiplicateurs autrichiens. C'est très simple. On réduit les impôts et on réduit les dépenses publiques en même temps, et à un niveau considérable. Alors, en France, cela a été plus ou moins pratiqué. Incroyablement, il y avait des pochons d'usage des multiplicateurs autrichiens. C'est ce qu'on appelait les zones de redynamisation urbaine, qui après sont divisées c'est les zones urbaines sensibles, divisées ensuite en zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines. Ces zones-là, c'est quoi? C'est des quartiers appauvris, où il y a beaucoup de chômage. Et voilà l'intention du gouvernement et pourquoi aussi il va utiliser le multiplicateur dans ces pochons. Faible potentiel fiscal. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne payent pas d'impôts de toute façon, on s'en fiche. Alors, voilà, les US, donc 2500 quartiers en difficulté, obligés des CUS, c'est des contrats urbains, c'est des contrats de ville, en fait, pour développer le quartier. 4,4 millions d'habitants, 40% au moins, pratiquement moins de 25 ans. 18,6% de chômage. Attention, ça c'était en 2009. D'accord. 20% des diplômés chez les jeunes adultes, chez les jeunes actifs. Tandis que dans le reste de la France, c'est 32%. D'accord. Alors, les ZRU, elles, sont 416, cibles d'exonération municipale et de travaux publics, et concentrent 2/3 des US. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, les ZFU, zones franches urbaines. Il y a 100 en France, donc ce sont des quartiers de plus de 8500 habitants. Et là, nous avons des exonérations des charges sociales et des impôts.
Et c'est vraiment incroyable, hein. C'était vraiment un bon plan. Voilà, par exemple, ça concerne tout ce qui est exonération de charge patronale, charge sociale patronale. Voilà. Vous voyez, pendant 5 ans, on peut avoir 100% d'exonération. 100%. 6e année, 60%, ce qui est pas mal. Et après, ça diminue, et bon. Les entreprises, les toutes petites entreprises, surtout, elles ont ces dispositifs pendant plus longtemps. Et les plus grandes, pendant 8 ans. Ça existait, c'était en France. Hein. Ça existait, parce qu'en décembre 2014, c'est fini. Je me confonds toujours. Après, là, allègements fiscaux. Regardez ça. Exonération d'impôt sur les bénéfices. Oui. Après, je peux te passer l'étude de l'INSEE où ils mettent tout ça. Oui. Mais c'est des quartiers, évidemment. Il n'y a aucun quartier près de Paris qui est une ZFU. Non, 93, je ne crois pas qu'il y ait des ZFU. Oui, plus éloignés de Paris, oui. Généralement, les plus éloignés, sauf par exemple, oui, au Mans, oui. Ils ont, c'est des quartiers, comment ça s'appelle? Bon, je ne me souviens pas, mais là, c'est vraiment près. Mais généralement, pour ce que j'ai pu voir, pas très, très proche des grands centres urbains. Hein? Alors, vous voyez, 100% d'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans. Ensuite, donc encore 5 ans de plus, 60% d'exonération. C'est vraiment énorme. Hein? 40% les 2 années suivantes en plus, donc on avait déjà 12 ans là, et encore 20%. Donc, évidemment, on va compter uniquement sur les recettes générées dans la ZFU. Donc, si l'entreprise, pour une raison quelconque, arrive à se développer en dehors, tout ce qui est généré en dehors ne bénéficie pas de ces dispositifs. D'accord? Et voilà, l'allègement fiscal ne peut pas dépasser 100 000 € dans la période 12 mois. C'est ça ce qu'il faut garder en tête après, parce que cela représentera éventuellement un problème. Et le plafond est majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché pendant au moins 6 mois. Encore d'autres allègements. Voilà, cotisation foncière des entreprises, pareil, hein, des exonérations tout simplement énormes. Et ce n'est pas fini. Voilà. Abattement applicable à la valeur ajoutée en plus. C'était vraiment le rêve. Et la preuve, c'est ça. Pourquoi ça a sauté? Voilà. Ça, c'est une étude de l'INSEE. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Je n'ai pas biaisé l'étude. Hein. Je vous jure. Regardez. En 96, en fait, c'est quand le dispositif est créé. Il y a un premier dispositif ZFU et un deuxième en 2002, en fait. D'accord? Et ça, cette courbe, elle nous montre l'évolution des créations d'entreprises. Mais c'est tout simplement énorme. On passe de pratiquement quelques milliers d'entreprises à 13 300, je crois, entreprises. Non, les indépendants, lui, si quand même, ça dépend. Oui. Oui, c'est les auto-entrepreneurs après que c'est autre chose, mais eux, de toute façon, c'est un autre dispositif. On ne peut pas les accumuler. Oui, mais de toute façon, on pourrait créer une société unipersonnelle, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Oui, tout à fait. Ah oui, il est dérisoire. Hein. C'est dérisoire. Et vous voyez quand même qu'il y a un petit problème, non? À partir d'un moment, 2000 ans, il y a une stagnation. Pourquoi? Et voilà le problème. 1. Les entreprises éligibles au dispositif doivent respecter un seuil maximum d'employés de 50. Mais imaginez la croissance que je peux avoir avec un dispositif pareil. Je peux parfois atteindre, donc c'est ce qui est arrivé, j'ai atteint les seuils en 4 ans pratiquement, et après, je ne peux plus bouger. De toute façon, en France, vous savez comment ça marche, non? Les seuils de 49 dépassés,
Ça représente quoi? Des nouvelles commissions à créer au sein de l'entreprise. Il y a des élections, des exonérations de temps de travail. Ah, donc, de toute façon, un problème s'allie avec l'autre et ça va bloquer. Autre chose, l'entreprise développée en ZFU, elle ne peut qu'embaucher dans la ZFU. Si je développe mon business dans la ZFU, à un moment donné, j'aurai besoin de main-d'œuvre spécialisée. Le problème, c'est que dans les ZFU, je ne vais pas trouver de main-d'œuvre spécialisée. Seulement 20% des jeunes actifs ont un diplôme. Et je ne peux pas importer, c'est-à-dire, les problèmes, voilà l'autre chose. Vous dites, oui, mais vous pouvez employer quelqu'un dans votre entreprise. Non, la personne doit habiter dans la ZFU. Ah oui, mais la personne doit bouger. Mais le problème, les ZFU, qui veut habiter dans une ZFU? Donc, ce sont des choses qui bloquent. Donc, ceux des 50, les problèmes des résidences et des employés, et parfois même, non, de fournisseurs, ça allait. Mais il y avait, oui, les seuils, les plafonds d'exonération. Vous avez vu, au total, les exonérations fiscales et sociales ne peuvent pas dépasser 200 000 euros. Oui, tout à fait. Et ça se développe, il y a des business incroyables. Par exemple, je me souviens, il y a 2 ans, il y avait je crois que c'était un Marocain ou un Algérien, il est venu en France, il s'est installé dans une ZFU. En 2 ans, il arrive à avoir un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. C'est incroyable. Bah, de toute façon, ce n'est pas la ZFU qui l'a tué. Hein. Ce qui l'a tué, c'est le fait qu'il n'avait pas le titre de séjour qui l'autorisait à continuer. Hein. Donc, et ça, c'est seulement moitié du multiplicateur autrichien. Hein. C'est la moitié réduction d'impôts. Donc, en fait, ça marche. C'est-à-dire, le gouvernement le sait, ils ont créé ça. Autre problème qui a contribué à la stagnation des ZFU, c'est les dispositifs Fillon d'allègement des bas salaires, bas et moyens salaires. Donc, en fait, c'est qui a permis à beaucoup de grandes entreprises de pouvoir bénéficier de certains allègements. Qu'est-ce que c'est les dispositifs Fillon? C'est jusqu'à la limite peut-être de 1,4 SMIC aussi. On peut avoir des déductions qui peuvent atteindre pratiquement 30% des charges patronales. Donc, les entreprises qui ne pouvaient pas respecter les seuils de 49, etc., elles préfèrent donc, du coup, tout simplement bénéficier de l'allègement Fillon. C'est mieux que rien. Il y a un autre problème. Beaucoup des entreprises en ZFU étaient en fait des branches créées par des entreprises plus grandes. Donc, une fois qu'ils ont, pour problème de logistique, une fois qu'ils ont accès à l'allègement Fillon, ils préfèrent tout simplement quitter la ZFU. Du coup, vous voyez en réalité la croissance économique, le développement économique qui va aider des gens pauvres, parce que c'était le cas. Hein. Une zone géographique où vous avez 40% des moins de 25 ans, c'est parce que vous avez un niveau de reproduction énorme, ou d'immigration, peu importe, mais la croissance démographique est trop grande. Mais le niveau d'études est très très bas. C'était des zones où la plupart, c'est quelque chose pour au minimum 60% en moyenne. Hein? La moyenne c'était 60%, oui, non, c'était un minimum. 60% des habitants des ZFU habitaient en HLM. Donc c'est des gens vraiment en conditions précaires qui ont bénéficié d'un dispositif très très intéressant. Et ces dispositifs sera éliminé définitivement à partir de décembre 2014. Oui. Oui, en fait, ce qu'il y a surtout, c'est des entreprises qui étaient aux frontières des ZFU et qui se sont alors, du coup, ont bougé dans les ZFU. Il y avait aussi
les cas de beaucoup d'entreprises qui se sont légalisées. Même histoire avec le dispositif de l'auto-entrepreneur. Donc, il y avait déjà des business dans ces ZFU qui étaient des business illégaux, donc au noir, et qui ont été légalisés parce que justement, grâce à la ZFU, ils pouvaient fonctionner légalement avec les mêmes conditions. Donc, c'est ça. Et sinon, aujourd'hui, c'est ce qui nous reste, c'est des ZRU. Hein. C'est pour ça, pourquoi vous posez-vous la question, pourquoi BNP Paribas, etc., les compagnies d'assurance s'installent en banlieue. Ce n'est pas uniquement à cause de l'espace, c'est parce qu'il y a des bénéfices municipaux s'ils payent moins d'impôts, etc. Et ça, c'est des ZRU, mais c'est beaucoup plus limité, il y a beaucoup moins de portée, les exonérations, elles ont beaucoup moins de portée, oui. Voilà, tout à fait. En fait, une entreprise qui était déjà sur place, elle ne pouvait pas accéder à ces statuts-là. Voilà, donc c'est vraiment des nouvelles entreprises. Tout à fait, tout à fait. C'était exactement, oui. Donc c'est ce qui passait, c'est qu'une entreprise qui était déjà dans une ZFU, elle n'était pas éligible, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle bougeait à une autre ZFU proche de là où elle était. Uh-huh. Oui, l'INSEE, ils ont plein d'études sur ça. Après, particulièrement un, je ne me souviens pas, mais oui, ils ont, hein, ça c'est clair. Ils ont même des études par ZFU, hein, dans certaines ZFU, pas toutes. Après, il y a un autre dispositif similaire, c'était les bassins économiques, quelque chose comme ça. Justement, la Champagne-Ardenne est tout un tiers un bassin économique, donc qui aussi peut bénéficier des dispositifs. De toute façon, une chose est claire, hein, en France, les aides aux entreprises sont pratiquement à 90% des exonérations fiscales. Il n'y a pratiquement pas vraiment de subventions nettes. Ben oui, mais oui. Mais oui. Mais aujourd'hui en France, les montants officiels des aides aux entreprises, c'est 110 milliards d'euros. Donc 81 milliards, c'est que des exonérations fiscales et rien d'autre. Voilà. Et en réalité, c'est ça, en fait, ces entreprises-là. Donc, les entreprises qui bénéficient de ces exonérations, elles n'ont pas un problème conjoncturel des recettes nécessairement. Elles ont un problème des coûts artificiels fiscaux. C'est ça le problème aujourd'hui des entreprises en France. Et elles n'arrivent pas à se développer. Et on considère, donc, même non seulement au gouvernement, mais dans l'imaginaire du peuple, on considère que ces exonérations sont des aides directes. Quand vous parlez avec quelqu'un, c'est un tout typique, c'est le CIR, Crédit Impôt Recherche. On va vous dire, ah, mais mon entreprise, elle a embauché quelqu'un qui ne fait rien absolument pour toucher le CIR. Oui, mais parce que c'est impossible. Elle n'arrive pas. Il y a une bonne partie de la recherche française, la recherche, comme je dis, dans les pharmaceutiques, etc., qui est réalisée en France uniquement parce que le CIR existe. Et si le CIR n'existait pas, tout allait en Suisse. Crédit Impôt Recherche. Et c'est la même chose, hein, par exemple, les CICE, qu'ils sont en train de créer. Et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est un crédit impôt, encore une fois, qui est en relation avec l'embauche. C'est-à-dire, l'entreprise va recevoir un crédit impôt uniquement si elle embauche. Mais le problème, c'est que les entreprises, elles ont des difficultés à se développer. Donc, comment vont-elles embaucher? Donc, si elles n'embauchent pas, elles ne touchent pas le crédit impôt. Oui. Parce que maintenant, le potentiel fiscal est présent. Mais oui,
Non, mais peut-être ils ont pensé que ce dispositif allait tout simplement bénéficier la coiffeuse du coin, des choses comme ça, ou le monsieur qui vendait des herbes dans la rue, et qu'il allait devenir légitime, légal. Et voilà, et en réalité, non. Il y avait plein d'entreprises de 30, 40 personnes, en fait. Des supermarchés, même des call centers, un tas de choses. Ben justement, les Marocains, Algériens dont j'ai parlé, c'était ça. Il avait, peut-être c'était les seuls, hein, il y avait des call centers en France. Et ça marchait, 5 millions de chiffre d'affaires. Hein. Ça marchait très bien. C'est Alain Matin qui a dit un jour qu'il faudrait transformer la France en zone franche. Au moment où Ben oui. Non, mais c'est vraiment malheureux. De toute façon, les gouvernements, ils grattent partout où ils peuvent trouver de l'argent. Et c'est pour ça qu'il élimine les ZFU. Donc maintenant, il y a un potentiel, ce n'est plus un potentiel fiscal même, il y a un potentiel effectif maintenant, et ils veulent justement toucher à ça. Et c'est pour ça, ça entre en cohérence totale avec la politique actuelle. Hein. C'est-à-dire, ils éliminent toutes les exonérations, aides et déductions possibles des gens qui disposent de liquidités, de cash en fait. Donc les familles, la classe moyenne en général. Non, je crois que tout le monde, hein, moi cette année, je paye 1 500 € de plus hein, d'impôts. L'exonération, par exemple, la complémentaire santé, non, cette année, il faut payer. Donc on considère maintenant comme une entrée d'argent, donc il faut payer des impôts là-dessus. on est obligé à prendre une mutuelle, Oui, en plus. la patronale de cette mutuelle a été intégrée dans les salaires. Exactement. Dans la première partie, est-ce que tu as parlé des institutions de prévoyance avec les coopératives Ça, c'est surtout les mutuelles. Oui, c'est les mutuelles surtout. Ça vaudrait la peine de le rajouter parce qu'en plus, c'est typiquement français. C'est des trucs qui sont gérés d'une manière paritaire, c'est-à-dire avec un conseil d'administration où il y a moitié représentants des patrons, moitié représentants des salariés. Mm-hmm. Et juste pour donner une info intéressante, jusqu'à maintenant, c'était des sortes de petites sécurités sociales privées, mais qui avaient un monopole dans une branche collective. Je sais pas, les salariés du paysage étaient obligés de cotiser dans ces institutions. Et le Conseil constitutionnel l'année dernière a cassé ce truc-là et abrogé l'article du Code de la sécurité sociale en disant c'est une entrave à la liberté d'entreprendre. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. On parle d'un code constitutionnel français. Non, mais c'est. Mm-hmm. L'économie de la mutualité par John Kay. Je vous recommande surtout pour où va le profit en fait dans ces organisations-là. Mais c'est un pro. Les pertes existent forcément. Voilà. Mais Les actionnaires qui les supportent, c'est les salariés ou les clients. c'est clair. Hein. Mais déjà, il y a plein d'études là-dessus, justement, sur la question des paiements en nature des exécutifs, justement pour, par exemple, non, en France, avec notre impôt à 75% sur au salaire. Donc, c'était une incitation à faire des paiements en nature. C'est-à-dire, non, ne vous inquiétez pas, ne payez pas un loyer, on va vous fournir une maison,
on va vous fournir la voiture, etc. Parce que, justement, avec le même salaire, l'exécutif peut donc disposer de plus de son salaire. Mais les fondations, ça c'est un cas typique, on voit dans plein de films en plus, comment elles sont utilisées en fait par des entreprises ou par des grandes fortunes pour justement isoler une partie de leur fortune. Les entreprises, la bonne partie des fondations en France sont utilisées par des entreprises en réalité, familiales, qui justement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transférer donc, de l'argent, parce que donc, tout l'argent qu'ils vont transférer à la fondation est exonéré d'impôts. Et probablement, le président de la fondation, c'est un cousin, ou la fille, des choses comme ça. C'est justement, c'est l'histoire du parrain 3. Hein. Non, en fait, la fondation, elle se finance soit avec les donations, évidemment, donc elle reçoit des dotations des riches ou des gens qui sont des adhérents. Donc, par exemple, mon épouse, elle paye, elle fait des dons à la fondation 30 millions d'amis. En plus de ça, la fondation peut utiliser donc, son patrimoine, son capital, et les placer. Elle peut le placer. Et donc, elle va bénéficier des gains de capital. Alors, qui récupère ce revenu qui est généré par ce placement donc, elle va récupérer ses revenus, mais puisqu'il n'est pas distribué en tant que profit, donc comptablement, donc, il ne compte pas comme un profit, mais économiquement, c'est un profit. Économiquement parlant, oui, c'est un résultat net. Pour les associations, c'est infaisable. Voilà, mais du coup, ils doivent révertir ça en réserve. La fondation doit se dire en réserve ou alors dans leurs activités. C'est comme ça que fonctionne le Ford Foundation, etc. Ils ont une grande dotation qui est placée, donc qui génère des recettes. Ces recettes, après, vont financer les activités. Dans les associations, il y a toute une partie profite du fait qu'ils adhèrent à ce système de services spécifiques Ah oui, du gouvernement qui ne sont pas reconnus. oui. Ils ont une consommation de la taxation générale qui est plus élevée, enfin, ils ont accès à une subvention. Je ne me souviens même pas, mais je crois que le nombre de dispositifs ouverts aux associations culturelles, ça arrive à la centaine. Hein. C'est une condition. Oui. Oui, mais pratiquement toutes les associations culturelles, elles sont subventionnées, pratiquement toutes en France. Et c'est qu'il faut beaucoup, en fait, des réalisateurs. Ils créent une association qui va financer une partie des productions. Non, mais c'est vraiment dommage. C'est-à-dire, on voit que ça fonctionne. Les technocrates savent que ça fonctionne. Ils ont parce que c'était l'INSEE qui l'a calculé, qui a fait le rapport, qui a fait l'étude. Donc, ce n'est pas un critique du gouvernement ou de l'État. C'est une entité, une partie, un bras de l'État qui a fait cette étude, qui a vérifié que le dispositif marche. Mais il a trop bien marché, probablement. Et maintenant, donc, ils vont récolter les fruits de leur investissement. Non, c'est fait. Les dispositifs, je parlais des ADFU. Ah non, la raison, évidemment, jamais. Jamais. De toute façon, vous payez des impôts, c'est pour le bien-être général. Tout à fait, évidemment. Voilà. Non, mais justement, le gouvernement, il n'a pas vraiment baissé ses dépenses, il a augmenté même. Il a surtout augmenté ses recettes en augmentant le poids fiscal et en intégrant des gens qui étaient exonérés d'impôts. Maintenant, ces gens-là vont payer d'impôts. Et si vous voyez bien, tous les gens qui maintenant vont bénéficier des réductions fiscales, ce sont ces mêmes gens-là qu'avant ne payaient rien, en fait. Tandis que ceux qui payaient déjà, ils payaient déjà. Et ils payent plus.
Voilà. Ah oui, tout à fait. Ils ont baissé les seuils d'imposition et puis ils vont le faire disparaître. Mhm. Déjà, ils ont augmenté le montant qu'ils doivent payer. C'était avant, c'était pratiquement 20%, maintenant c'est 23%. Voilà. Mais c'est dommage. D'autres questions? Ça existe aussi, c'est autre chose. Ils ont fait sortir de terre tout un travail de noir avec des mécanismes de sous-fiscalisation. Et puis, ça a duré quelques années. Le travail était là, il était visible. Mais, on a commencé à réduire les avantages fiscaux. oui. Et on est en train d'aller progressivement vers une disparition du processus. Mais, par contre, on sait qui employait qui. Et si, à la disparition du processus, tout d'un coup, tu as fait un ouvrage que la DGA plus, on va venir voir ce qui se passe. Quoi. Tu vois, je veux dire, En France, c'est la même chose. Hein. Mais les niches fiscales par rapport justement au service à la maison, à domicile, c'était ça. En fait, on déclarait la babysitter, on déclarait la prof d'anglais quand on venait pour renforcer les études de nos enfants. Tout ça, c'était déclaré uniquement parce qu'il y avait des niches. Une fois les niches disparues, ben les gens, évidemment, ne déclarent plus. Oui, par contre, voilà, ça peut sauter dans les viseurs des impôts. C'est terrible. Bon, aucune autre question? Parfait, mais merci beaucoup. Merci.